Quand je suis parti de La Rochelle, quand je suis parti de La Rochelle, je suis parti tout en pleurant, en naviguant ma brunette. Je suis parti tout en pleurant, en naviguant. Qu'avez-vous donc, beaux camarades? Qu'avez-vous donc, beaux camarades? Qu'avez-vous donc à tant pleurer en naviguant ma brunette? Qu'avez-vous donc à tant pleurer en naviguant? Regrettes-tu ton père et ta mère? Regrettes-tu ton père et ta mère? Ou bien quelqu'un de tes parents en naviguant ma brunette? Ou bien quelqu'un de tes parents en naviguant. Oui, oui, c'est ce qu'il devait chanter. C'est ce qu'il devait chanter, ce beau sous-officier de l'infanterie de marine en embarquant sur les quais de La Rochelle pour une longue garnison de 3 années dans des îles lointaines sur un grand 3-mâts blanc et laissant à terre sa fiancée, la belle Rochelaise, qui lui avait juré fidélité. Et Dieu sait si les Rochelaises sont fidèles, n'est-ce pas? La mousse maudite. Tous les Charentais de l'assistance savent ce que c'est qu'une mousse. Ah ben oui, là, dans notre patois Saint-Onget, une mousse, c'est un petit passage, un petit trou. Vous savez, quand on dit dans notre patois, justement, le drôle, la mussée perin creux de la palisse. Ça veut dire que l'enfant, il a traversé la haie par un petit trou, par un étroit passage. Et en termes maritimes, eh bien, la Meusse, c'est un pertuis, c'est un étroit passage. Et le pertuis de Montmusson, il se trouve entre l'île d'Oléron et le continent. Entre l'île d'Oléron et la presqu'île d'Arvert, la côte sauvage, la bien nommée. Et combien de marins, combien de Non, pardon. Combien de pêcheurs, combien de navigateurs ont été pris au piège diabolique et multiple de la Montmusson? Dieu seul le sait. Une nuit de Noël, ce fut un grand 3-mâts blanc chargé d'épices qui rentrait des îles lointaines qui a été pris au piège diabolique de la Montmusson. Le capitaine connaissait mal la côte, la chaline s'est élevée avant qu'il eût le temps d'amener les voiles. Un coup de vent un peu plus fort l'a couché sur le flanc et une vague de fond a englouti le bateau. L'océan l'a broyé, l'a digéré et recraché les débris sur la côte, comme vous recracheriez des noyaux de prunes ou de cerises. Et puis la tempête s'est calmée pendant la nuit. Et au matin, tous les villageois, des habitants des villages voisins, des Mattes, de la Tremblade, de la Palmyre, de Arvert, des Taules, ont accouru sur la plage, comme après chaque tempête, pour voir s'il n'y aurait pas quelque épave à piller, n'est-ce pas, quelques débris à récupérer. Oh, ils n'ont pas été déçus. Oh, ils ont trouvé là des tas de débris, des morceaux de coque, des coffres éclatés, des tonneaux éclatés, et puis des tissus multicolores. Et parmi tous ces débris, il y avait des corps humains. 31 corps exactement. Pour la plupart, c'était des hommes d'équipage vêtus d'habits de grosse toile, et puis quelques militaires rentrant de permission, espérant passer les fêtes de Noël en famille. Et parmi ces naufragés, enfin parmi ces cadavres étendus là, il y en avait un, comment vous dire, il était différent des autres. Il était grand, très beau, très blond, un visage presque féminin, et il avait un uniforme bleu avec des épaulettes et des dorures aux manches. Comme les villageois ignoraient à quoi pouvait bien correspondre cet uniforme, ils l'ont appelé le capitaine.
Et le capitaine portait au dos une bague, une grosse bague, en or, avec des initiales entrelacées, bon, par respect ou par superstition ou par croyance, les villageois ont décidé de lui laisser sa bague au doigt. Ils ont amené les corps le long de la dune, ils les ont couchés là. Quelqu'un est allé chercher une charrette avec un cheval, et puis ils ont chargé les corps sur la charrette. Ils ont marché. Ils ont marché tout le long de la côte sauvage, jusqu'au fin bout de la pointe espagnole, pour ceux qui connaissent. Et là, dans les dunes, à peu près l'endroit où se trouvait un des phares de Chasseron antérieur, dans les dunes, ils ont creusé 31 tombes. Ils ont enterré là les 31 corps, avec d'autres bouées fiottées, avec du bois flotté. Ils ont construit 31 croix. Et la plus grande croix, la plus haute, ils l'ont réservée pour la tombe du capitaine, là-bas, tout en haut de la dune. Et ce lieu, ils l'ont baptisé le cimetière des naufragés. Et quelques nombreuses, même décennies plus tard, la grande Damia elle-même chantera l'âme de ces naufragés. Où dormez-vous, âmes des matelots? Vos rêves fous sont morts trahis par les flots. Où chantez-vous, hardis matelots, ce chant si doux qui suit vos bateaux? Où dormez-vous, âmes des matelots? Où pleurez-vous quand j'entends vos sanglots? Et puis, les gens ont laissé les naufragés reposer en paix. Ils sont rentrés chez eux, ils sont retournés à leurs occupations habituelles. Mais pendant des jours, que dis-je, pendant des semaines, des mois peut-être, on a continué dans les villages là avoisinants à parler de cette tempête. Cette fameuse tempête, la tempête du siècle peut-être, et de ce naufrage et de ce beau capitaine, avec sa bague en or. On en parlait le soir aux veillées devant le feu de Javel, et puis on en parlait, ah oui, les dames surtout. Vous savez, les dames, c'est les jours de buée, on la voit, ah ça papotait là, hein. C'était l'ancêtre de nos centres sociaux, hein. Oh, on en parlait de ce naufrage et de ce beau capitaine. Et alors, parmi ces lavandières, il y en avait une, c'était une petite jeune fille. Je ne sais pas quel âge elle avait, 16, 17 ans peut-être, grand maximum. Elle était couturière. Et elle s'appelait... Comment s'appelait-elle déjà? Anna. Voilà. Elle s'appelait Anna. C'était la petite couturière du village. Elle était toute mignonne, toute jeune, avec des longs cheveux blonds, châtain clair, un joli petit minois. Ça l'avait marqué de voir tous ces naufragés, tous ces beaux jeunes hommes qui étaient bons à marier, qui étaient la mort couchés sur le sable. Ça lui avait fait peine, ça lui avait fait chagrin. Mais ce qui l'avait chagriné le plus, c'était de savoir que le beau capitaine, il était enterré avec sa bague en or. Et elle, de l'or, elle n'avait jamais pu s'en acheter. Elle n'avait pas d'amoureux pour lui en acheter. Et elle se disait, c'est quand même bien dommage. Une bague en or enterrée dans le sable. Une bague en or, c'était pour prier au soleil, au doigt d'une belle jeune fille, comme elle. Alors à force d'entendre parler les lavandières, c'était devenu comme une ritournelle dans sa tête. Une bague en or, au doigt d'un mort, on peut bien aller la chercher sans remords et sans son accord, puisqu'il est mort. À force, elle faisait qu'y penser. Et un soir, elle a pris la décision d'aller chercher la bague. C'était un soir de pleine lune. Elle a attendu que tout le monde soit endormi dans le village, qu'il n'y ait plus un bruit, même pas un chien qui jappait.
Elle a sur sa blouse de couturière serré un nœud, sa cape, une grande cape, et puis elle a mis un fichu sur sa tête et elle a pris la route des dunes. Elle a marché vite. Quand elle est arrivée au cimetière des naufragés, il y avait la grande croix du capitaine qui était éclairée par la lune. On aurait dit qu'elle lui faisait un signe, comme un signe d'approbation. Alors vite, Anna s'est approchée de la croix. Elle s'est agenouillée, puis elle a commencé à gratter le sable. Et puis tout d'un coup, de plus en plus vite, comme une chienne enragée, elle a gratté. Elle a senti l'épaulette. Elle a continué le long du bras du capitaine, elle a senti les dorures au poignet, et puis elle a sorti la main. Et là, elle a vu au doigt du capitaine la belle bague en or. Les lavandières n'avaient pas menti, c'était une belle bague en or bien large. Alors, elle a essayé de tirer pour sortir la bague, mais les doigts étaient tout durs, tout racornis avec le temps. Elle n'est pas arrivée. Elle allait quand même pas se décourager, si près du but. Elle a ouvert sa cape. Les petites couturières, elles avaient toujours dans leur poche de tablier un petit nécessaire à couture. Elle a cherché, elle a sorti ses ciseaux et elle a voulu couper le doigt du capitaine. Mais ce sont les ciseaux qui se sont cassés, parce que les doigts étaient durs comme du cuir. Quand même, qu'auriez-vous fait à sa place? Elle n'allait pas rebrousser chemin. Les enfants, bouchez-vous les oreilles, excusez-moi, mais elle l'a fait. Elle s'est approchée comme ça, et d'un coup, d'un seul avec ses dents, elle a tranché le doigt du capitaine. Et elle a retiré la bague. Elle a regardé sa bague, elle a vu qui brillait sous la lune, qu'elle était belle. Elle l'a mise dans sa petite poche de couturière avec les ciseaux cassés pour ne pas laisser de traces. Et puis vite, elle a replacé la main, le bras, elle a recouvert de sable. Elle a fait un petit monticule sous la croix et elle est rentrée chez elle. Quand elle est arrivée chez elle, la nuit était bien avancée. Elle était fatiguée. Elle a défait sa cape, enlevé son foulard, enlevé ses chaussures et elle s'est couchée toute habillée. Elle n'a pas passé une bonne nuit, elle a fait des cauchemars. Il y avait des squelettes qui la poursuivaient, habillés en capitaine, couleur bleue avec des dorures au poignet qui voulaient réclamer leur bien. Au petit matin, Anna s'est réveillée. Elle n'arrivait pas à sortir du lit. Elle se sentait fourbue, fatiguée. Elle est arrivée doucement. Elle a mis ses pieds dans ses chaussons. Puis, elle s'est approchée de sa cheminée en marchant tout doucement. Elle avait des courbatures partout. Elle a levé les yeux et là, sur la cheminée, elle a vu un miroir. Son miroir. Elle ne s'est pas reconnue. Elle avait les yeux qui étaient devenus comme des grosses cernes. Elle avait son visage tout ridé, des dents déchaussées, ses cheveux qui étaient devenus tout blancs. Elle a regardé ses mains, elle était devenue vieille en une nuit. Alors Anna est allée entrouvrir ses volets de sa porte, ouvrir un petit peu ses volets de sa maison, et puis elle s'est assise sur sa chaise, elle est restée prostrée pendant toute une grande partie de la journée. Ce sont les enfants du village qui l'ont réveillée. On était au milieu de l'après-midi, ils revenaient de jouer dans les dunes. Ils n'arrêtaient pas de crier « Venez voir dans les dunes, il se passe quelque chose d'extraordinaire, venez, venez !» Alors Anna s'est avancée, elle a regardé par l'entrebâillement de ses volets et elle a vu le grand Jacques. Celui-là, il était toujours au courant de tout. Il y en a toujours un comme ça dans le village, qui est au courant de tout. Il était là en train de prendre le chemin des dunes et puis il levait les bras, il avait l'air tout excité. Derrière, suivaient les gens du village. Les femmes s'étaient mis juste un fichu sur la tête. Les hommes avaient enfilé une veste. Et ils marchaient en direction des dunes. Et puis derrière, il y avait le curé, qui était tout gros, tout rond, qui avait un goupillon dans une main, puis qui avait un bénitier dans l'autre et qui essayait de rattraper la foule. Alors Anna, elle a remis ses chaussures. Elle a resserré sa cape autour de son cou, puis elle a bien caché ses cheveux dans son foulard. Elle a pris la direction des dunes. Quand elle est arrivée, il y avait autour de la croix du capitaine un silence, j'oserais même dire un silence de mort. Tous les gens étaient là, tous les gens du village, sortant de la tombe du capitaine. Il y avait un bras habillé de bleu avec des dorures au poignet qui exhibait
une main amputée de son annulaire. Oh, les villageois étaient sidérés, pétrifiés. Personne n'osait prendre la parole. Alors, le grand Jacques, lui, il avait peur de rien, ni de personne. Oh, surtout pas des fantômes, hein. Il s'est avancé. Il est allé jusqu'à la tombe du capitaine, il s'est agenouillé, il a pris le bras, il l'a rabaissé sur le sol, il l'a recouvert de sable. Et presque instantanément, le bras est ressorti du sol, brandissant les 4 doigts raidis et l'horrible moigneux. Alors là, le grand Jacques, il a fait 2 pas en arrière, livide, n'osant plus bouger, n'osant plus ouvrir sa goule, comme on dit. Alors c'est le curé qui s'est avancé, avec son goupillon, son bénitier, il a béni la tombe, puis il a prononcé des prières, puis il a dit, allez, grand Jacques, remets le bras à sa place. Le grand Jacques, il était moins chaud là. Enfin, tout en tremblant, il s'est avancé, il s'est agenouillé, il a repris le bras, il l'a recouché sur le sol, il l'a recouvert de sable, et il s'est remis debout. Et presque instantanément, le bras est rejailli du sol en brandissant les 4 doigts raidis et l'horrible moigneux. Alors le curé a dit, bah, écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, je ne peux plus rien faire pour cet homme. Il ne retrouvera la paix de son âme que lorsque celui ou celle qui lui a pris son bien le lui rendra. Alors, les villageois se regardaient par en dessous, aucun n'osait prendre la parole ou bien y fixer la pointe de leur beau. Et c'est alors que... Anna s'est avancée. Elle a fendu la foule. Personne n'a reconnu la petite couturière. Tout le monde s'étonnait de voir cette femme inconnue dans le village. Elle est allée jusqu'à la croix du capitaine. Elle s'est agenouillée, elle a cherché dans sa blouse de couturière, elle a sorti la bague et elle l'a mise à l'annulaire, au petit doigt de la main du capitaine. Immédiatement, le bras s'est recouché. Anna l'a recouvert de sable. Le bras n'est pas ressorti. Alors Anna a fait face à la foule. Elle a défait son foulard, laissant apparaître ses cheveux blancs, son visage tout ridé, ses dents déchaussées, ses yeux cernés. Et puis, lentement, elle a défait sa cape, laissant apparaître sa petite blouse de couturière. Les gens se sont mis à crier, certaines femmes se sont évanouies. Tout le monde reconnaissait par la petite blouse la petite Anna, la couturière. Anna, sans regarder personne, a traversé à nouveau la foule des villageois. Elle a pris le chemin des dunes, elle a marché dans le sable jusqu'à l'océan. Quand elle est arrivée à l'océan, les vagues ont commencé à recouvrir ses pieds, ses chevilles, ses genoux, sa taille. Anna avait dans sa tête comme une ritournelle, une bague en or au doigt d'un mort. On peut bien aller la chercher sans remords et sans son accord, puisqu'il est mort. Et à cet instant, une grande vague a renversé pour toujours Anna dans les flots. Et on ne l'a jamais revue. Et pourtant, si vous allez vous promener sur la côte sauvage, certains soirs d'automne, un soir de novembre ou de décembre, quand la tempête fait rage, il paraît qu'on peut entendre parmi l'ululement du vent et le fracas des vagues répéter comme une mélodie. Ce sont les voix mêlées du capitaine et de sa fiancée, la belle Rochelaise, qu'il a, paraît-il, attendu toute sa vie au pied des tours de La Rochelle. Je ne regrette qu'une jeune fille, oh je ne regrette qu'une jeune fille, âgée de 15 à 18 ans, en naviguant ma brunette, âgée de 15 à 18 ans, en naviguant. Si jamais je reviens en France, oh si jamais je reviens en France, je l'aimerai tout en passant, en naviguant,
ma brunette, je l'aimerai tout en passant, en naviguant. Je lui donnerai du vin à boire, oh je lui donnerai du vin à boire, dans un beau verre de cristal blanc, en naviguant ma brunette. Dans un beau verre de cristal blanc, en naviguant, je lui dirai, buvez la belle, oh je lui dirai, buvez la belle, à la santé de votre amant, en naviguant ma brunette, à la santé de votre amant, en naviguant. Petit Louis, il en avait vu un naufrage quand il était gamin, tout enfant. Il avait vu un bateau se fracasser dans les vagues et les corps de marins qui étaient renvoyés sur la grève et sur le sable. Ça l'avait marqué. Petit Louis, il était fils de marin, arrière-petit-fils de marin. Et il s'était dit, il ne ferait jamais ce métier, parce que la mer a ses humeurs et que ce n'est pas toujours l'homme qui gagne. Petit Louis, il habitait Foura, pas loin de la pointe de la Fumée. Et vous savez, quand on habite auprès de la mer, on a du mal à la quitter. Et si on la quitte, on y revient. Alors Petit Louis, il voulait se trouver un métier où il pouvait travailler sur la mer, mais sans trop de danger. C'était l'époque dans les années 1920. Et il a eu une idée. Parce qu'il avait vu qu'il y avait du beau monde de La Rochelle qui était en train de négocier le dimanche avec des pêcheurs pour aller sur l'île d'Aix. Alors il s'était dit, il y avait peut-être un créneau à prendre. Il s'était acheté, alors je ne sais plus où elle est là, il s'était acheté une barque, et puis une casquette de capitaine, et il était devenu le premier passeur de la région. Petit Louis, il faisait passer les gens pour aller sur l'île d'Aix, de la pointe de la Fumée, mais selon la météo. Si les vagues étaient trop grosses, il mettait une petite pancarte, pas de sortie aujourd'hui. Et Petit Louis, il était sur la mer en toute sécurité. Il envoyait passer du beau monde, à des gens de La Rochelle, des femmes bien habillées, qui tordaient de la goule quand elles arrivaient dans sa barque parce qu'elles disaient que ça coulait le poisson. Il y avait des gens, surtout des hommes cette fois, qui n'arrêtaient pas de parler, qui n'arrêtaient pas de poser, qui étaient sots comme des lapins, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient sots. Il y en avait qui étaient des taiseux parce qu'ils avaient peur de la mer. Et puis, il y avait aussi des paysans bien endimanchés qui sortaient leurs dames et leurs enfants pour aller sur l'île d'Aix. Il était heureux, Petit Louis. Un jour, la mer était un peu agitée, il avait décidé de mettre sa pancarte, il était en train de l'installer. Quand il a vu un petit bonhomme qui arrivait, il avait une espèce de redingote noire, un chapeau melon noir avec des petites lunettes, une barbichette et une grosse malle qu'il avait du mal à porter. Il lui faisait signe comme ça. Petit Louis, en bon charentais qu'il était, il peut me faire des signes, la mer est agitée, je ne prends pas la barque aujourd'hui. Seulement, l'homme s'est approché et il lui a dit qu'il devait absolument être sur l'île d'Aix ce soir, car il avait quelque chose de très important à faire. Petit Louis a cédé. Il a remis sa barque sur la mer, il a pris la grosse malle, elle était lourde, il l'a mis sur la barque et puis il a aidé le petit homme à monter. Petit Louis était en train de se battre avec les vagues qui devenaient un peu hautes. Le petit homme s'est mis à parler. Il a dit, vous savez que vous transportez quelqu'un de très important aujourd'hui. Je suis un philosophe. Savez-vous ce que c'est? Petit Louis a haussé les épaules. Un philosophe est un homme qui a beaucoup lu, qui a beaucoup de culture et qui peut parler sur l'amour, sur la vie, sur la religion, sur beaucoup de sujets. Et c'est ce que je vais faire là, à l'île d'Aix, une conférence. C'est pour ça que je devais absolument passer. Petit Louis, lui, se battait avec les grosses vagues, avec sa rame, et tout d'un coup, l'homme lui a dit, « Écoute, jeune homme, vous devez avoir le temps pour dire, quels sont vos auteurs préférés ?» Petit Louis, il a haussé les épaules, il a dit, « Moi, je suis
jamais allée à l'école. J'ai jamais appris à lire et je m'en porte pas plus mal pour autant. Comment? Vous n'avez jamais appris à lire? Dit l'homme en se touchant la petite barbichette. Mais c'est la moitié de votre vie que vous avez perdue là. À ce moment-là, une énorme vague est arrivée. Elle a comme une crêpe renversé la barque de tous Petit Louis, Lamal et le philosophe. Petit Louis était un excellent nageur. Vite, il a nagé, il s'est assis à califourchon sur sa barque. Il a cherché ses passagers. Lamal, on n'en parle pas, elle avait coulé. Puis il a cherché son philosophe. Il avait perdu son chapeau. On le voyait sa tête comme ça, ses mains, il criait, il criait. Hé, a dit Petit Louis, nagez, nagez jusqu'à moi. Philosophe, il a dit, c'est que je ne sais pas nager. Comment? A dit Petit Louis. Vous n'avez jamais appris à nager? Eh bien, c'est peut-être votre vie tout entière que vous allez perdre aujourd'hui. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans dès que le chante. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés, ça m'a coûté des sous. C'est la plaisance, c'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un vendredi, ne pleure pas ma mère, ton fils est matelot, ne pleure pas mon père, je fleurvis au fil de l'eau, regardez votre enfant, il est parti marin, je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin, dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Oh ben le Justin Motard, lui, oh, il risquait pas de le vomir son petit déjeuner ou son dîner ou son goûter. Hein. Non, parce que lui, le Justin Motard, il avait les 2 pieds bien ancrés sur le plancher de son carlet. Vous connaissez les carlets? Ces cabanes sur pilotis qui bordent notre littoral, de l'Estère de Gironde jusqu'à la Belle d'Aiguille. Et Justin Motard, il possédait un carlet dans la baie d'Yves. Vous voyez, messieurs, où une dame garait son camion blanc il y a quelques temps. Oui, il y en a qui ont l'air de connaître. Eh ben, ce carlet, il était là dans la baie d'Yves, et on va dire que pour Motard, c'était son unique havre de paix. C'était comme qui dirait son petit paradis. Ouais. C'était le seul lieu au monde où la mer... Pardon. Si j'évoque le père Motard, je suis immanquablement obligé d'évoquer aussi la mère Motard, car Motard avait épousé quelques quarantaines plus tôt, Gilberte Couillot de Saberte, aussi large que haute, et elle était très haute. Qui plus est, méchante comme une teigne, vicieuse comme la gale et jalouse comme un fou. Ah ouais, un vrai dragon en jupe au nez. Mais la cuirasse du dragon avait une faille, car la mère Motard souffrait d'un handicap physique qui blessait son amour-propre et qui allait être à l'origine de tous ses malheurs. Figurez-vous, mesdames, messieurs, que la mère Motard était sujette au vertige. Pas le vertige brisant des cimes qu'elle n'avait jamais visitées, le simple vertige d'une chaise bancale ou d'une échelle de meunier. Alors vous comprenez maintenant
Mesdames, Messieurs, pourquoi ce carlet était pour Motard son unique havre de paix. Ouais. C'était le seul lieu au monde où, vaincu par le vertige qui lui interdisait de grimper les relons d'échelle et franchir l'étroite passerelle menant à la cabane, elle lui lâchait les sabots. Alors, chaque soir où la marée était favorable, Motard partait tout seul vers son carlet. Il gravissait les relons d'échelle, franchissait la passerelle, entrait dans la cabane, allumait une pipe qui lui était interdite en d'autres lieux, et il s'enfermait à double tour, on ne sait jamais. Il allumait son fanal. Ah oui, ça je ne vous ai pas dit, c'est que les meilleures pêches avaient toujours lieu la nuit, parce que la nuit, il suffisait de s'avancer sur le petit balcon à l'avant de la cabane, se pencher par-dessus la balustrade, descendre une lanterne au bout d'une ficelle, l'agiter au radeau pour attirer toute une myriade de poissons dans la zone du filet. Alors Motard donc alluma son fanal, se dirigea vers la manivelle du treuil, retira le chevillette qui bloquait le mécanisme et laissa le câble se dévider, le filet descendre à l'eau. Et puis il reprit son fanal, s'avança sur le petit balcon, se pencha par-dessus la balustrade, commença à descendre la lanterne. Au nom de Dieu! Eh bien, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, dans la lueur blafarde du fanal, l'eau au-dessus du filet paraissait agitée de soubresauts endiablés, de tourbillons intenses. Une énorme bestiole devait être retenue prisonnière. Un congre peut-être, ou quelque chose de plus gros encore. Alors Motard vite remonta son fanal, posa sur l'étagère, se retourna vers la manivelle du treuil, retira la chevillette, commença à rembobiner d'une main, et quand le cadre métallique arriva à la surface, le poids se fit tellement lourd que Motard dut se mettre à deux mains sur la manivelle, jetant toutes ses forces dans la remontée finale du filet. Et quand il aperçut la petite marque blanche sur le câble, il savait que le filet était arrivé à bonne hauteur pour lui et s'avança sur le petit balcon. Au nom de Dieu. C'est à ce moment-là que la pipe lui tomba des lèvres et disparut pour l'éternité dans la vase des hauts-fonds. Et tu as toujours dit, vous pouvez essayer d'aller voir. Car, mesdames, messieurs, Motard découvrait là, au milieu de son filet et à la lueur de son fanal, sa femme. Ah non! La plus belle des sirènes que le grand voilà. Des cheveux d'algues, des yeux d'océan, un coup de biche, des seins de marbre que le balancement du filet faisait à peine première. Commencez par fantasmer, je vous vois à la première. Et Motard se voyait déjà ramenant sa prise à la maison et amassait une véritable fortune sur son dos en l'exhibant sur les marchés et les foires avoisinants. Quand soudain, les lèvres de la petite sirène s'entrouvrirent et elle commença à parler. S'il vous plaît, libérez-moi. Te libérer? Ne t'y penses pas, ma Holly était la plus belle prise des peu que je ferais. Faut pas te libérer comme ça. Vous savez bien que, en dehors de mon milieu naturel, je ne pourrais survivre. Mais t'as dit, allez pas la peine d'assister, maintenant que je te garde pour ta haut. Oh, s'il vous plaît, par amour de ce que vous avez de plus cher au monde. Tenez, par amour pour votre femme. Oui, là t'es mal parti dans ton argumentation, ma Holly. Si vous me libérez, je viendrai tous les soirs dans votre filet. Je vous raconterai des histoires de naufrage, des histoires de marins qui épousent des sirènes. Des histoires? Oui. Et là, deux grosses larmes se mirent à perler au coin des yeux de la sirène et commencèrent à sillonner ses joues. Et Motard mettait son cœur à une épreuve toute nouvelle pour lui, celle des larmes féminines, car les yeux de la mère Motard avaient dû se tarir au premier vagissement. Et que croyez-vous que fit son cœur d'homme, messieurs? Eh bien, il craqua, comme aura fait le cœur de tous les messieurs ici présents aujourd'hui. Et après avoir fait promettre à sa petite sirène qu'il reviendrait le lendemain, il retira la chevillette qui bloquait le treuil, laissa le câble se dévider, le filet descendre à l'eau, et libéra sa prise. Et le lendemain soir, fidèle à sa promesse, la petite sirène était là, se laissait prendre au filet, et lui contait une première histoire. Il en disait de même le soir suivant pour une deuxième histoire, et le troisième soir pour une troisième histoire, et ainsi de suite. Et soir après soir, la petite sirène lui contait le grand fleuve, lui contait la mer, lui contait les histoires de naufrage. Certains soirs, elle lui chantait des chansons. La chanson de ce marin saintongeais bien connu, enfin la chanson, pas le marin, qui, rentrant d'une longue campagne de 7 années,
pensait retrouver au foyer femmes et enfants réunis. Brave marin revient de guerre tout doux, tout mal chaussé, tout mal vêtu. Brave marin, d'où reviens-tu tout doux? Madame, je reviens de guerre tout doux, qu'on m'apporte ici le vin blanc que le marin boit en passant tout doux. Brave marin se mit à boire tout doux, se mit à boire et à chanter, et la belle hôtesse a pleuré tout doux. Qu'avez-vous donc, dame l'hôtesse tout doux? Regrettez-vous votre vin blanc que le marin boit en passant tout doux? C'est pas mon vin que je regrette tout doux, mais c'est la mort de mon mari. Monsieur, vous ressemblez à lui, tout doux. Dites-moi donc, dame l'hôtesse, tout doux, de lui vous aviez 3 enfants, vous en avez 4 à présent, tout doux. J'ai tant reçu de ces nouvelles, tout doux, qu'il était mort et enterré, que je me suis remarié, tout doux. Brave marin vida son verre, tout doux, sans dire un mot, tout en pleurant, il regagna son bâtiment, tout doux. Et les jours passaient, les semaines, seulement il arriva ce qui devait arriver, c'est que Justin Motter avait de plus en plus de mal à expliquer la chose, car le produit des pêches diminuait régulièrement et il avait de plus en plus de mal à expliquer la chose à une épouse de plus en plus méfiante et suspicieuse. Il essayait bien de dire que les pêches étaient en plus qu'elles avaient été. Les bancs de poissons s'étaient déplacés. La pollution, le réchauffement climatique, où il avait de plus en plus de mal à la convaincre. Et si bien qu'un jour, minée par la jalousie et la curiosité, la mère Motter décida de suivre son mari en évitant de se faire remarquer, ce qui était déjà un louable exploit de sa part. Enfin, ce soir-là, la lune fut accomplie en se dissimulant derrière des nuages. Elle parvint à suivre son mari jusqu'au pied des falaises, tenta de s'aplatir contre la paroi rocheuse. Elle vit la silhouette de Motter qui passait devant elle, qui gravissait les relons d'échelle, franchissait les 3 passerelles et s'enfermait dans sa cabane. Le curé de Camaret se dit « Oh, Motter qui sifflait une chanson paillarde à présent !» La preuve qu'il avait vu toute sa tête. Et puis elle aperçut la lueur du fanal qu'on allumait dans la cabane. Elle s'approcha bien vite au pied des pilotis qui soutenaient le carrelet. Et puis elle entendit le ronron des treuils bien huilés qu'on dévide. Elle vit passer la silhouette du filet qui descendait à l'eau. Elle attendit le temps de compter jusqu'à 10, 12, 15. Et puis elle entendit à nouveau le ronron du treuil bien huilé qu'on rembobine. Et soudain, sortant de l'eau, elle découvrit la pêche miraculeuse de son mari. Elle faillit en tomber sur le cul, là, sur les rochers luisants de Gwen. Mais déjà, la silhouette était cachée par la masse sombre du carrelet. Elle tendit l'oreille, mais la conversation était couverte par le clapot des vagues. Alors, elle décida de faire demi-tour, de rentrer chez elle, afin d'y préparer le 2e acte de sa vengeance. C'est pas du Shakespeare, mais on s'en approche. Et le lendemain matin, effectivement, elle n'eut pas un mot plus haut que l'autre à l'égard de son mari. Tout sucre, tout miel. Elle s'offrit même de lui préparer un grand bol de tisane digestive, car Motter souffrait depuis quelque temps de maux d'estomac tenaces. La fatigue, sans doute. Alors c'est sans méfiance que Motter but le grand bol chaud et parfumé qui présentait sa femme, jusqu'à la lit. Et il se sentit effectivement tout de suite beaucoup mieux, détendu, même presque l'envie de retourner faire une petite marielle, une petite sieste.
Pourtant, il venait de se lever. Ah, c'est qui s'y connaissait en tisane la mère Motard, voyez-vous. Et quand elle a su que Motard était endormi pour une longue journée, une longue et bonne nuit, elle savait qu'elle pouvait entamer le deuxième acte. Alors elle prit un grand sac en toile de jute, un harpon, et prit le chemin qu'elle avait pris la veille en direction du carré. Elle arriva au pied de l'échelle et de ses relons, elle cramponna les montants, regarda vers le haut, offrant un diasque au moléo. Mais le désir de vengeance était trop fort dans son cœur, la haine trop grande, alors elle serra les poings, elle serra les fesses, elle ferma les yeux, c'était difficile parce que la peau était vraiment tendue. Elle gravit un les relons d'échelle, franchit les toits de passerelle, entra dans la cabane, alluma le fanal, elle examina les rouages des treuils, dont il n'y avait rien de bien compliqué. Alors elle retira la chevillette, laissa le câble se dévider, le filet descendre à l'eau. Et là, au lieu d'agiter la lanterne à ras l'eau, elle l'attacha avec la ficelle à la balustrade du balcon, juste en hauteur d'yeux. Et puis elle retourna dans la cabane, retira la chevillette, commença à rembobiner d'une main, et pour elle aussi, quand le filet arriva à la surface, le poids était trop lourd, elle se mit à deux mains sur la manivelle, et quand elle aperçut la marque blanche, elle bloqua le treuil, elle reprit le fanal, regarda par l'étroite ouverture. Oh oui, la prise était belle. Et la petite sirène, aveuglée par la lueur du fanal, ne s'était pas aperçue du changement de propriétaire à l'intérieur de la cabane. Et elle ne vit pas non plus d'où venait le coup terrible qui l'estourdit tout net. Et ce ne fut qu'un jeu d'enfant pour la mère Motard avec ses bras monumentaux, pour ramener sa prise dans la cabane, la fourra dans son sac en toile de jute, le chargea sur son épaule, et prit le chemin du retour avec la même appréhension, mais le cœur soulagé d'un grand poids de haine et de rancœur. Le lendemain matin, sur les coups de midi, quand Motard ouvrit enfin un premier œil, le soleil était au plus haut dans le ciel. Enfin, hier, et tout est dormi jusqu'à midi, ben, je dois être bien fatigué. Puis il sentait dans sa bouche une langue un peu épaisse, un peu pâteuse. Il a eu besoin de délier tout ça. Il s'est levé péniblement, s'est traîné jusqu'à la cuisine, et là, il s'est laissé choir sur la chaise paillée. Et la mère Motard était déjà là, dans son attitude favorite, les mains sur les hanches, le regardant avec un air goguenard. Et toi, à cette heure-là que tu te lèves? Ah, hein? Je te demande si c'est à cette heure-là que tu te lèves. Oh ben, ma foi, ouais, elle doit être fatiguée. Ah ouais, tu devais bien être fatigué. Bah tu vois le voisin, il est moins fatigué que toi. Il est allé à la pêche à 3 heures du matin. Il a ramené du bon poisson et je te l'ai cuisiné. Et Motard, levant les yeux, aperçut sur la table un gros fétou accroupi d'où émanait une douce odeur de courbouillon. Et la mère Motard a soulevé le couvercle du fétou et elle a servi dans l'assiette de Motard un long filet de poisson blanc aromatisé par le courbouillon. Et Motard a commencé à manger à petite bouchée d'abord, et puis avec de plus en plus d'appétit. Et la mère Motard le regardait toujours de son air goguenard. C'est-il bon ce que tu manges? Ah, hein? Eh bien, je te demande si c'est bon ce que tu manges. Ben, ma foi, ouais. Qu'est-ce que tu connais? T'as pas reconnu, hein? Ben, ma foi, non. Eh ben, olé la queue de ta sirène que t'es en train de bouffer mon cochon. Oh non, t'as pas fait ça, dis, t'as pas vu? Dis donc, je me serais gênée. Une créature qui t'a fait tourner de la tête. Non, mais t'as pas vu, dis, t'as pas Eh vu? ben, mais si tu me crois pas, t'as qu'à aller dans la remise. Il y a ses restes. T'auras qu'à les faire empailler. Oh nom de Dieu, Motard s'est levé d'un bond en renversant sa chaise. Il s'est précipité vers la remise. Et là, il a découvert, sur le sol, un grand sac en toile de jute tout marqué de taches brunes de sang séché. Alors Motard, tout d'un coup, a tout compris, comme si un voile se déchirait devant ses yeux. Le long sommeil, la soupe de poisson, l'air goguenard de la mère Motard. Il a senti une haine glacée lui envahir les veines. Ses yeux sont tombés sur la chafandre toute proche. Il l'a saisie, il a couru vers la cuisine et... pas plus que la petite sirène, la mère Motard n'a vu d'où venait le coup terrible qui la faisait passer d'un monde à l'autre. Et elle a rendu ainsi au diable l'âme qui lui avait façonné pendant 40 années de sa vie. Et Motard est retourné à la remise. Il a pris le sac en toile de jute, il l'a chargé sur son épaule et il est parti. Il a quitté sa maison, il a quitté son pays, il a marché tout le long de la côte. Tout le long de la grande côte sauvage.
jusqu'au fin bout de la pointe espagnole. Et là, juste à côté du cimetière des naufragés dont on a parlé tout à l'heure, il a creusé un grand trou très profond. Il a jeté son sac au fond du trou, il a rebouché. Et le lendemain, juste à l'emplacement du trou, un arbre avait poussé, un rosier. Et ce rosier donnait les roses les plus belles, les plus rouges qu'on puisse imaginer. Et tous les jours, vous entendez, tous les jours, l'homme venait parler à son rosier, tous les jours. Il allait l'arroser avec de l'eau qu'il puisait à même l'océan au creux de ses deux mains. Et puis, beaucoup plus tard, l'homme usé, vieilli, fatigué, a cessé de venir parler à son rosier. Alors paraît-il que les roses se sont fanées toutes en même temps, et leurs pétales tous ensemble sont tombés sur le sol, le recouvrant d'une rosée de perles et de cire. Alors mesdames, messieurs, maintenant si vous voulez savoir comment moi, le conteur, je connais cette histoire, c'est tout simplement qu'une rose me l'a contée. Ouais. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée, me suis épanoui, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillé vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. Ah, l'amour, toujours l'amour. Il y a du bel amour et puis il y a de l'amour qui s'use. C'est un peu ce qui est arrivé à la famille Moutard. C'est de l'amour usé. Mais il y a aussi de l'amour amitié. Notre chanteur Henri Tachant, qui est mort ce mois-ci, disait « Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. » On peut attraper des coups de foudre d'amitié. C'est ce qui m'est arrivé avec le grand Pierrot, quand on s'est rencontrés. Et bien c'est ce qui est arrivé aussi à Coco et Polo. Coco et Polo, ces deux-là, quand ils se sont rencontrés, ils sont tombés d'amitié, un coup de foudre d'amitié. Ils se sont rencontrés dans un bar à la Palisse. Je vais vous donner le nom du bar. On n'est pas la peine d'aller le chercher, les conteurs sont des menteurs qui disent la vérité. En plus, le bar, il a dû fermer. C'était le bar du capitaine de la barrique. C'est qui croque, cul sec, la pomme, qui met du cognac dans son rhum, sa ponctuation fédéique, le capitaine de la barrique. C'est qui pêche le varech et les emmerdes qui vont avec. C'est qui a sorti Moby Dick, le capitaine de la barrique. Et c'est qui chante allez roule, et roule ma poule dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. Coco et Polo, ces deux-là, donc ils s'étaient rencontrés dans ce bar. Coco, il était de Cherbourg et c'était un gars qui travaillait sur les grands paquebots, les paquebots de marchandises. Polo, lui, il était de la Palisse. Il était pareil comme petit Louis, petit-fils, arrière-petit-fils de marin. Et il avait toujours rêvé de passer la ligne d'horizon, mais il n'avait jamais osé. Il était toujours resté dans le coin. Et quand ces deux-là, Coco et Polo, s'étaient rencontrés, Polo, il avait expliqué qu'il avait envie d'aller ailleurs. Et Coco, il lui avait dit, mais il y a toujours une place sur mon bateau. T'as qu'à venir. Et c'est comme ça que ces deux-là, ils avaient travaillé ensemble sur des grands paquebots. Coco, il avait une particularité. Ça ne l'empêchait pas d'être un bon marin. Mais il n'avait pas d'oreille du côté gauche. C'était lisse. Il n'avait pas d'oreille. Coco et Polo, ils parcouraient les mers. Et puis au bout de 3 mois, 6 mois, ils revenaient au bar du capitaine de la Palisse, du capitaine de la marine. Et ils racontaient leurs exploits. Et puis quand c'était à peu près minuit, on ne savait plus si c'était le bar qui tenait Coco ou si c'était Coco qui tenait le bar, il y en avait toujours un
dans l'assemblée qui disait « Hé, Coco, dis-nous comment tu as fait pour perdre ton oreille ?» Et Coco, il avait les yeux qui s'illuminaient, un grand sourire. Il posait son verre sur le bar, il se tournait vers l'assemblée et il racontait. Vous voulez que je vous dise comment j'ai fait pour perdre mon oreille? Ben, c'était quand j'étais tout minot. C'était à Cherbourg. J'étais pas plus grand qu'Eliott, 8 ans. Il y avait un cirque qui venait dans mon village. Mes parents n'avaient pas trop d'argent. Et un jour, ils ont accepté de m'emmener, mon père. Je suis allée au cirque. Oh Dieu, que j'étais content. Ça sentait le fauve, ça sentait la sueur. J'étais heureux, j'avais passé une belle soirée. Tout d'un coup, c'était le dernier numéro, il y a un homme qui est rentré. Il était torse nu, il avait des chaînes sur les bras, et puis il avait un fouet à la main. Derrière, il y avait une jolie jeune femme en juste corps qui est arrivée. L'homme lui a mis une cigarette dans la bouche, 2 cigarettes sur les oreilles, il a claqué son fouet. Moi j'avais peur, j'étais tout minot. Et schlac, 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 les 3 cigarettes sont tombées. Tout le monde a applaudi. Moi, j'étais pas trop fière. Le gars s'est approché de notre côté, des gradins, et il a dit « Y a-t-il un volontaire ?» Moi, à ce moment-là, j'avais un copain de l'école qui était là. J'ai fait coucou comme ça. Et voilà que je me suis retrouvée au milieu de la piste. En moins de temps qu'il ne faut pour vous le dire, j'ai eu des cigarettes sur mes 2 oreilles, une dans la bouche. J'ai entendu le fouet schlac, schlac, qui craquait comme ça. Mais le 3e, ça m'a brûlé à l'oreille. J'ai sorti ma main, elle était pleine de sang. J'ai regardé, mon oreille était dans la sueur. Eh bien, ils n'ont jamais pu me la recoller. Hein. Eh bien, c'est comme ça que j'ai fait pour perdre mon oreille, qu'il a dit Coco. Et puis, il a pris son verre, il s'est bu une rasade, et puis il est sorti du bar en fredonnant. Et c'est qui chante, allez roule, et roule ma poule. Dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. C'était comme ça à chaque fois qu'ils revenaient. Hein. Ils racontaient leurs exploits, Coco et Polo, et puis au bout d'un moment, il y avait, quand on ne savait plus si c'était le bar qui tenait Coco ou si c'était Coco qui tenait le bar, il y en avait toujours un dans l'assemblée qui disait « Allez, on t'a pas cru. Dis-nous comment tu as fait pour perdre ton oreille. » Alors le Coco, il avait ses yeux qui s'illuminaient, un grand sourire. Il posait son verre et il disait, c'est vrai, je ne vous ai pas dit la vérité. Mais ce soir, je vais vous la dire. J'avais 18 ans, j'étais à Cherbourg. J'étais amoureux de la Julie. Oh Dieu, qu'elle était belle, la Julie. Une rousse, une rouquine, avec une tignasse comme une crinière de lion. Elle avait une couleur de cheveux, on aurait dit la forêt en plein mois d'automne, orange, jaune, rouge. Elle était belle, avec des yeux noisettes, des taches de rousseur. Dieu, qu'elle était belle. On allait au bal, on dansait toujours ensemble. Seulement un jour au bal, elle a voulu aller boire un coup au bar. Et c'est à ce moment-là que le chef d'orchestre a dit « Un tango des dames !» Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le tango des dames. C'est quand les femmes, elles invitent les hommes à danser. Je ne pouvais pas dire non. Il y a une brunette qui est venue devant moi. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dansé le tango. À ce moment-là, la Julie, elle est arrivée, elle a quitté le bar. Elle m'a pris par le bras. Elle m'a fait sortir. Je me suis retrouvée sur le parking. On a marché un petit peu sur le chemin pour rouler boulet. Elle m'a fait tomber dans le fossé. Elle s'est mise avec ses poings à me taper. J'osais pas la frapper, ma petite Julie. Mais tout d'un coup, j'ai senti une douleur énorme avec ses dents. Elle m'avait arraché l'oreille. C'est comme ça que j'ai perdu mon oreille, qu'il a dit. Il a posé... Non, il a repris son verre. Il s'est pris une rasade. Et il a quitté le bar. Et c'est qui chante, allez roule, et roule ma poule. Dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. Mais ça a duré pendant des années. Un jour, c'est qu'il avait fait la guerre avec les Prusses. Et comme il faisait trop froid, le capitaine n'avait pas voulu lui serrer la main, ils avaient des gants, il a voulu le féliciter, il lui a tiré l'oreille est tombée. Un autre jour, c'était avec des pygmées. Un autre jour, c'était des requins. Ah, il y avait toujours une histoire, et c'était chaque fois des histoires que Coco invente. Et puis un soir, Polo est arrivé au bar, il était tout seul. Coco, il s'était acheté une maison dans ce qu'on appelait autrefois la ville en bois, c'est à La Rochelle. Ça s'appelle, c'est vers les Minimes, vers la médiathèque. Et là, il avait une petite maison. Et quand Polo est rentré dans sa maison, il a vu son Coco qui était très malade, en train de
de vivre ses dernières heures. Il était couché blanc comme un linge dans son lit. Polo avait beaucoup de peine. Il est resté près de son ami, qui était vieux maintenant, qui allait partir, quitter ce monde. Il lui a parlé, ils se sont racontés des choses. Mais Polo, il avait de la peine de voir son copain partir, mais en même temps, il sentait que c'était les derniers moments. Alors il a dit, s'il te plaît, Coco, dis-moi comment tu as fait pour faire ton oreille. Parce que comme ça, moi, je le dirai pas aux autres et je ferai comme toi, dis-le-moi. Alors, Coco, dans un geste très fatigué, il a fait signe à son copain Polo d'approcher son oreille de sa bouche et il lui a dit « Tu es comme... » Et il est mort. Alors le Polo, il avait, vous savez, ça nous arrive parfois, on a beaucoup de chagrin, puis on a de la joie en même temps. On est content, puis on est malheureux. Il se disait « J'ai le secret, je tiens le secret. » Et puis en même temps, il était triste de voir son ami qui était mort. Alors il lui a fait une toilette. Il a mis son drap jusque en haut, sous son menton. Il a bien installé son lit pour que les gens viennent visiter le mort. Puis il a rangé un peu la table de nuit. Et là, sur la table de nuit, il a trouvé un cadre. Et dans le cadre, c'était Coco, qui était âgé d'une dizaine d'années. Il a regardé, mais sur le cadre, le Coco, il avait bien une oreille de chaque côté de la tête. Il a approché le cadre un peu plus près, et de là-haut, le Coco, il lui faisait un clin d'œil. C'est qui n'a pas eu d'enfant, du moins c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste, c'est qui passe devant la crique, le capitaine de la barrique. C'est qui en voyant la terre de Jersey, île d'Angleterre, a gueulé vive l'Amérique, le capitaine de la barrique. Et c'est qui chante allez roule, et roule ma poule dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. Lucas, il avait fréquenté le bar du capitaine de la barrique dans le temps, quand il était jeune, à l'époque où il était Terre-Neuve. À l'époque où il était Terre-Neuve, le Lucas, il partait pour des campagnes de 5-6 mois là-bas, au large de Terre-Neuve, pêcher la morue. Et puis, il rentrait après dans son pays de Saint-Onge. Et un jour, il était rentré pour faire son temps militaire. Et là, il avait rencontré la Louise, ils s'étaient mariés. Et puis, avec la Louise, eh ben, ils avaient fait 4 drôles. 4 enfants, 4 garçons. Oui, à chaque retour de campagne, quoi. Hein. C'était comme ça. Non, malheureusement, c'est qu'avec la naissance du 4e, ça s'était mal passé. La Louise était passée, comme on dit, à tribord. Alors, le Louis, il avait décidé de plus repartir pour ses longues campagnes, parce qu'il fallait bien qu'il élève les drôles. Il avait changé de métier. Il s'était acheté une canotte, comme on dit, et il avait amarré sa canotte dans le chenal du port de Talmont-sur-Gironde. Il était devenu pêcheur d'estuaire. Comme ça, il pouvait rentrer tous les soirs, s'occuper de ses drôles. Voilà. Et il n'allait plus fréquenter le bar du capitaine de la barrique, là-bas, à la Palisse. Il restait toujours dans son coin de sud Saint-Onge. Et le temps passait. Et puis, c'était curieux, c'est que il y avait ces 4 garçons, il n'y avait pas plus différent que ces 4 garçons-là. Ah oui, il n'est pas possible de faire plus différent. Non, c'est pas ce que vous croyez, mesdames, non, c'est pas ça. Simplement, c'est comme ça, ils étaient différents. Il y en avait un, il s'appelait Louis, l'aîné. Et il l'avait surnommé le Grand Louis. Parce qu'il était, comme on dit chez nous, long comme un jour sans pain et sec comme un coup de trique. Et alors, Louis, il avait le teint, on peut dire qu'il aimait ça, les Louis d'or. Qui est le teint qui avait viré au jaune pâle des vieux écus un peu poussiéreux. Alors, le grand Louis n'avait jamais voulu apprendre le métier du père, pas assez lucratif,
Il avait émigré vers l'intérieur des terres où il faisait des affaires plus ou moins louches, mais très lucratives. Le second fils, lui, s'est prénommé Pierre, et on l'avait surnommé le Groubière. Parce que par rapport à Louis, c'était l'envers du décor. Il était rougeau, jovial. Point de vue corpulence, il tenait davantage de la barrique que de la trique. Et lui non plus n'avait pas voulu apprendre le métier du père parce que le régime poisson, c'était pas son fort. Le gros Pierre rêvait que de soupe grasse plantée en croûte, choux à la crème polenta, lard grillé, farci pot de vin. Dès qu'il avait quelque argent, il le dépensait à nourriture, il mangeait, bouffait, baffrait à longueur de journée. Le troisième fils, mesdames, c'était comme qui dirait le mieux venu de la couvée. Et il s'appelait Jean, mais on l'avait surnommé le beau Jean. C'était un don Juan jusqu'au bout des gènes. Dès qu'il apparaissait sur une place publique, toutes les femmes se pâmaient à 100 mètres à la ronde, comme aujourd'hui. Ah, puis, alors le beau Jean, évidemment, lui non plus n'avait pas voulu apprendre le métier du père, parce que la voie maritime n'était pas tellement ouverte à la profession même féminine. Hein. L'époque des Isabelle Autissier, Marc Arthur, etc. n'était pas encore venue. Alors il passait son temps à courir la gueuse ou la bourgeoise, ne méprisait pas plus la veuve que la pucelle, ne s'embarrassait pas de morale quand il pouvait attirer une épouse mariée dans son lit. Oui, c'était son meilleur rapport qualité-prix, disait-il. Et le quatrième fils, semblait être arrivé sur Terre par erreur. Une erreur de la nature. Il s'appelait Jacques, mais on l'appelait le petit Hack, ou le Hakou. C'était une sorte d'avorton, un peu simplé, un peu demeuré. Pour vous décrire comment. Au point de vue coefficient intellectuel sur l'échelle animale, il était à peu près à mi-chemin entre la voix. Il disait Hé Hakou, va donc voir la pensée ici. Il a fou, partait comme un chien fou. Oh Hakou, va donc me chercher la corde à virer le vent, ou la graine de brodelie, ou le coude. Et Jacou partait partout comme ça, l'objet de toutes les moqueries, tous les colibés de la part de ses copains et même de ses frères. Et alors en plus, c'est que Jacou était incapable de prendre une décision sans l'avis de ses frères. Et alors pour les choses les plus simples, hein, par exemple, je sais pas moi, au moment de Noël, dis donc Hakou, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau pour le Noël? Oh ben, je voudrais... Non, je demanderai à mes frères de choisir par mail. Ou alors au restaurant, Dis donc Hakou, qu'est-ce que tu préfères, le fromage ou le dessert? Oh ben, peut-être que... mes frères m'aideront à choisir. Malgré leur moquerie, leur colibé, ses frères lui étaient devenus pour vivre aussi indispensables que le boire ou le manger. Or, un soir de décembre, gris et pluvieux, le père Lucas rentrait seul à bord de sa canoë dans le chenal du port de Talmont. Et il chantonnait un des airs qu'il chantait autrefois alors qu'il était Terre-Neuve pour se donner du courage. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. C'est bon, ça, je le reprends. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, les terres de vin. Nous autres, si l'on part sur le bateau, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. C'est pour faire manger nos petits, c'est-il pas vrai, les terres de vin. Des fois l'un nous tombe dans la mer, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. C'est comme dans une grande gueule affamée, c'est-il pas vrai, les terres de vin. Tant pis pour lui, le pauvre garçon, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. Faut qu'il mange aussi les poissons, c'est-il pas vrai, les terres de vin. Laisse ce qui reste après ça,
C'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai, se mettent à pêcher ces poissons-là, c'est-y pas vrai, les terres ne vont, il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai, y a que nos petits qui ne mangent pas, c'est-y pas vrai, les terres ne vont. Et tout d'un coup, en arrivant là, juste à la sortie du chenal de Talmont, il a senti comme un grand coup de froid qui lui arrivait sur le habot. Alors il a amarré péniblement sa canote, il a rassemblé ses affaires de pêche et puis s'est traîné jusqu'à sa demeure. Là, il s'est fait préparer un lit et il s'est couché. Et comme il était bien usé, bien fatigué par son pénible métier, la mort n'a pas eu besoin de lui faire beaucoup de charme pour le décider à la suivre. Alors il a convoqué ses 4 fils à la tête de son lit pour leur faire ses dernières recommandations, leur faire part de ses dernières volontés. On comprend un jour et puis... Approchez les drôles, approchez. Vous ferez incinérer mon corps. Vous ramasserez les cendres dans une urne et vous embarquerez sur ma canote. Et vous partirez là-bas, vers l'ouest, après le phare de Chassiron, là où que je faisais mes meilleures pêches. Et là, vous disperserez mes cendres aux 4 vents. Ça, c'était le dernier soupir. Le père Lucas pouvait rendre l'âme, le message était passé. Alors les 4 garçons ont suivi scrupuleusement les consignes du père. Ils ont fait incinérer son corps, ils ont recueilli les cendres dans une urne, ils sont partis vers le port de Talmont, ils ont embarqué sur la canote, ils ont mis le cap vers l'ouest. Le vent soufflait de terre, c'était une bonne brise, ils chantaient en chœur pour se donner du courage. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Ohé matelot, faut déhaler, ohé matelot, faut déhaler, y a plus qu'un jour à bourlinguer. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Ils ont tourné la tête, les phares de Chassiron et de Courgouan étaient déjà disparus dans la brume, alors ils ont pensé qu'ils étaient arrivés au bon endroit et qu'il était temps de disperser les cendres paternelles. Le grand Louis, en sa qualité d'aîné, a pris l'urne, a puisé une poignée de cendres, l'a jetée vers le nord. Le gros Pierre a puisé sa poignée de cendres, l'a jetée vers le sud. Le beau Jean a puisé sa poignée de cendres, l'a jetée vers l'ouest. Et le petit Louis, il a pris une urne, il a acheté avec tout ce qui restait dedans vers l'est. Et ils ont décidé de faire demi-tour et de rentrer au port d'Attache. Mais là, mesdames, messieurs, c'était une autre paire de manches. Car vous vous souvenez qu'aucun des garçons n'avait voulu, ou pu, en l'occurrence pour le petit Hakou, apprendre le métier du père. Et aucun d'eux ne savait manœuvrer un bateau par vent debout. Et après des disputes, des tergiversations, des fausses manœuvres, la grand voile a fini par se détacher du mât et s'affaisser sur le piteux équipage. La barque s'est mise à dégriver au gré des courants, comme une coque de noix folle. Et elle a dérivé, on est dans Victor Hugo là, pendant 6 jours et 6 nuits. Et au bout de 6 jours et 6 nuits, la faim, la soif, la fatigue commençaient à faire délirer les esprits. Le teint du grand loup avait viré du jaune au gris poussière. L'estomac du gros Pierre ne gênait plus, il hurlait. Le beau Jean, privé de femme depuis près d'une semaine, était dans l'état d'un bouc en route militaire tablier de zinc sur le grand milieu d'un tableau de chèvre en chaleur. Et le petit Jacou était de faction. Alors lui était souvent de faction, mais comme il était incapable de retenir l'ordre des tours, il ne s'en formalisait pas. Il suivait inconscient le vol des mouettes et des goélands. Et c'est lui, le petit Jacou, qui au matin du 7e jour alerte à ses frères. Eh les gars, regardez là-bas sur la droite, et les...
Allez, gros gueule, les mouettes. C'est lui qui a l'air à ses frères. Et les gars, regardez là-bas sur la droite. Vous voyez quelque chose qui flotte? On dirait une bouteille. De quoi, dit le gros Pierre, une bouteille? Il saisit l'unique baguette dans le fond de la barque et s'approcha de l'objet flottant identifié en chantant à tue-tête. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Et alors, redoublons d'efforts. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Et quand il arriva tout près de la bouteille, il se pencha et attrapa la bouteille, la sortit de l'eau. C'était bien une bouteille. C'était une bouteille de cognac. Rémi Martin avait assommé. Parfaitement bouché, mais qui semblait vide de son contenu. Oh ben c'est vin de Vence, ça dit le gros Pierre. De colère, il fracassa la bouteille contre le rebord de la barque. Tac! Et sitôt, de la bouteille brisée, un nuage s'échappa. Une forme floue, brumeuse, mais parfaitement identifiable. Je vous remercie, vous m'avez sorti. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis le génie qui vivait dans la bouteille. L'esprit du cognac, en quelque sorte. Oui, une méchante fée m'avait enfermé il y a des décennies, mais vous m'avez délivré. Alors je vais pouvoir, pour chacun de vous, exaucer le vœu que vous aurez formulé. Alors voyons, n'importe lequel, qui veut commencer? À qui le tour? Eh bien, c'est à moi, dit le grand Louis. Il me semble que je suis l'aîné. Soit bon. Alors, quel vœu souhaitais-tu que j'exauce pour toi? Oh ben moi j'aurais quitté cette maudite barque. Et puis je voudrais me retrouver dans un château avec des murs en or. Je voudrais que le sol de mon palais soit couvert de pierres précieuses, que le plafond soit constellé de diamants. Je voudrais que mes habits de soie soient cousus de fils d'or. Je voudrais que... C'est bon. C'est bon, dit le génie, on a compris. Et tu vois. Bien, je suis prêt, dit le grand Louis. Alors, le génie a fait claquer ses doigts de brume. Et le grand Louis s'est volatilisé pour se rematérialiser presque immédiatement dans le palais de ses fantasmes. Et d'un, dit le grand Louis. Alors maintenant, qui le tourne? Qui veut tenter sa chance? C'est à qui? Il me semble que c'est à moi, dit le gros Pierre, je suis le deuxième. Soit. Alors mon gros, dans quel genre de palais désires-tu te retrouver? Moi, du gros Pierre, moi dans un palais avec des murs en nougatine, comme ça je pourrais lécher les murs. Et puis je voudrais que mon lit soit une brioche moelleuse, que les poufs de mon palais soient des partisans. Je voudrais que aux fontaines coule de la crème anglaise, que dans mon palais on entende d'autres souvenirs que ceux des pédénodes et des religieuses en chocolat. Oh, c'est bon. On a compris. Es-tu prêt? Ouais, je suis prêt, dit le gros Pierre. Alors, le génie, pour la deuxième fois, a fait claquer ses doigts de brume. Et le gros Pierre s'est volatilisé comme s'était volatilisé son frère, et il se retrouvait au cœur du palais de ses rêves. Et de deux. Et maintenant, c'est à qui le tour? C'est à qui, décidez-vous? Eh bien, dit le beau Jean, il me semble que c'est à moi. Soit bon. Alors, dans quel genre de palais désires-tu te retrouver, toi? Moi, dans un palais rempli de femmes. Des femmes partout, des grandes, des petites, des grosses, des maigres, des brunes, des blondes, des châtains, des femmes pour me laver, m'essuyer, me talquer, m'enduire le corps des essentiels. Bon, c'est bon, on a compris. Je te conseille de prendre quand même quelques forces avant d'entrer dans ton palais. Alors, il dit prêt. Je suis prêt, dit le beau Jean. Alors, pour la troisième fois, le génie a fait claquer ses doigts de brume. Et le beau Jean a disparu comme a disparu ses frères et s'est retrouvé lui aussi au cœur du palais de ses fantasmes. Et le 3. Et maintenant, dit le génie, à qui... Ah, c'est à toi, mon petit. Oh. Alors, quel vœu souhaitais-tu que j'exauce pour toi, mon petit? Oh ben moi, eh ben je voudrais... Non. Je voudrais que... je voudrais bien que mes frères soient encore ici pour m'aider à choisir. Mais il n'y a pas de problème, mon petit. Et le génie a fait claquer ses doigts de brume pour la 4e fois.
Alors, je vous propose qu'on achève cet après-midi par un petit moment de poésie en compagnie de deux grands poètes, Paul Faure et Georges Brassens. On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout en raccourci, des grandes amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les nanailles, les nénés, dans les cheveux à plein béco, fondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de 3 fois dans un seul jour. Content, pas content, content. Il y a dans la chambre une odeur de tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense, même dans l'amour. On pense que demain il fera jour, c'est une calamité. C'est la sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pige au temps, et le bourré de tous nos péchés, ça sera pas ça. Et pourtant, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Alain Chaillet. Oui. Et si ça vaut par une commune de rire. Véronique Breton, le français. Je te mérite pas. Le grand Pierre Dubuisson.